L'avis américain, enfin, sur cette offensive ukrainienne à Koursk. On est plus de 20 jours après cette incursion audacieuse, on vous en parle souvent sur LCI, sur laquelle ont d'ailleurs beaucoup communiqué le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, et Volodymyr Zelensky. C'est la CIA qui prend la parole ces dernières heures. Pour l'agence américaine, vous allez l'entendre, Vladimir Poutine lancera bien une contre-offensive. Écoutons le directeur adjoint de la CIA. Les Ukrainiens ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention d'annexer le territoire russe. Contrairement à ce que Vladimir Poutine disait, cela dit, ils y restent. Ils construisent des fortifications et d'après nos conversations, ils semblent avoir l'intention de conserver un territoire pendant un certain temps. Je pense que nous pouvons être certains que Poutine organisera une contre-offensive pour tenter de récupérer ce territoire. Cette contre-offensive n'a pas encore commencé, mais nous anticipons que ce sera une bataille très difficile pour les Russes. Magali, alors qu'on disait que justement cette région, Poutine l'a laissé un peu, le FSB officier, la Rosgvardia aussi, visiblement, là il a ramené des soldats, c'est ce que nous disait Oleksandr Syrskyi, 30 000 soldats, et cette dernière phrase est très importante quand il dit ça sera très difficile pour les Russes. Est-ce que là on s'attend à des jours très sombres pour la Russie, c'est-à-dire que Poutine va mener cette contre-offensive, et s'il mène deux contre-offensives, à la fois dans le Donbass, et on en parlera, et du côté de Koursk, là ça va pas être une chose simple pour lui. Non, ça va pas être simple d'après la CIA, parce que évidemment les soldats ukrainiens qui sont rentrés dans le territoire russe sont en effet en train d'y installer des lignes de défense, parce qu'ils se préparent évidemment à un retour de bâton et à une réaction de Vladimir Poutine. La question, c'est quand même quand, parce que c'est vrai que pour le moment, on voit un Vladimir Poutine qui n'est pas pressé d'en découdre, qui a voulu laisser le gros de ses troupes sur le Donbass, parce que pour lui, c'est évidemment le point le plus important, donc qui pour l'instant finalement a laissé plus ou moins faire. Ce que dit la CIA, et c'est important parce qu'en fait, c'est un peu la première fois qu'on entend la CIA sur... on se rappelle l'offensive du 6 août, donc on attendait quand même un avis américain. Quand même, c'était lors d'une réunion près de Washington sur la sécurité, où il a été beaucoup question d'Ukraine. C'est intéressant d'avoir le sentiment de la CIA. En fait, ce qu'on comprend quand même dans ce que dit ce numéro 2 de la CIA, c'est que, en gros, les Ukrainiens sont allés à Koursk pour prendre quand même un gage territorial dans la perspective un jour d'une négociation. Ils n'ont pas prévu d'annexer ces parties, mais d'y rester un certain temps. On comprend le temps de pouvoir essayer de rééquilibrer un rapport de force. Après, on ne sent pas quand même ce directeur adjoint très, très enthousiaste non plus, parce que ce qu'il dit, quand on regarde un petit peu dans le détail, il dit le succès potentiel des Ukrainiens à Koursk a le potentiel de changer un peu la dynamique du conflit. On le voit qui est quand même relativement prudent. L'importance de l'incursion reste à déterminer, c'est encore ce qu'il dit. Donc on voit que quand même du côté américain, on a laissé faire, on a laissé les armes américaines être utilisées, notamment les HIMARS, sur le sol russe. Mais pour le moment, il n'est pas question d'aller plus loin. On regarde ce qui se passe. Mais on écoutera d'autres passages. Il ne néglige pas non plus l'effet que pourrait avoir justement cette incursion sur la population russe. On l'entendra. Aurélien Duchesne, comment vous jugez le niveau de difficulté ? Je vous cite un responsable militaire américain dans la région qui s'est confié à CNN et qui déclare quoi ? Que la Russie aura probablement besoin d'un ratio, dit-il, de 3 hommes pour 1 afin de chasser complètement les Ukrainiens de Koursk. Une masse critique que la Russie ne peut rassembler en moins de 3 semaines. Ça va être très compliqué, ça, pour les Russes, de mener cette contre-offensive, si contre-offensive il y a. Oui, d'une part, parce qu'il leur faudrait à la bagatelle de 50 000 soldats environ face aux moyens qui sont des Ukrainiens aujourd'hui à Koursk. Et deuxièmement, c'est 50 000 pour mener une contre-offensive à peu près ? Si c'était pour faire face à 15 000 Ukrainiens, c'est un ratio de 3 à 1. La deuxième chose est que quand vous regardez ce que les Ukrainiens ont fait déjà dans les 2 semaines écoulées, c'est-à-dire d'abord détruire, on a beaucoup parlé des ponts, et même détruire avec des munitions cluster américaines, des barges de débarquement et des ponts flottants russes, les Ukrainiens se donnent les moyens de compliquer encore
une éventuelle contre-offensive russe. Et surtout, quand je regarde les moyens organiques, c'est-à-dire les blindés occidentaux, par exemple, qui sont pris par les Ukrainiens, ce sont des choses que les Russes n'ont plus du tout dans la région. On a beaucoup dit, à raison, qu'ils avaient, par exemple, des conscrits sous-équipés et sous-entraînés très jeunes qui ne s'attendaient pas du tout à devoir faire autre chose que de la garde aux frontières. Ils n'ont pas du tout de moyens de type blindé, par exemple, pour contre-attaquer. Et enfin, la deuxième chose, c'est que sur le papier, les Russes seraient capables, en réalité, d'acheminer des réserves assez larges, du genre de celles dont ils auraient besoin pour une contre-offensive. Là où on touche du doigt une autre limite, c'est pas une limite militaire, c'est une limite politique. Quand, par exemple, on se demandait mais pourquoi Poutine, et j'en finis là, ne fait pas appel au Kadyrovtsi, au bataillon Armat de Ramzan Kadyrov, bien évidemment que sur le papier, il aurait pu prendre des unités là-bas. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas devoir le salut de la Russie à des soudards tchétchènes. De la même manière qu'il ne pouvait pas non plus envoyer au massacre des milliers et des milliers, par exemple, de membres de la garde nationale pour prendre quelques centaines de kilomètres carrés à Koursk. La limite est plus politique, au fond, que militaire. Et c'est ça la grosse difficulté pour Poutine. Ouais, plus politique, vous dites. Alors la société russe peut-elle bouger? Quel effet peut avoir cette incursion au sein de la population russe qu'on qualifie souvent, nous, d'inflexible? Écoutons à nouveau l'analyse du numéro 2 de la CIA. Vladimir Poutine a longtemps cru que le temps jouait en sa faveur, qu'il allait écraser les Ukrainiens, qu'il allait lentement prendre plus de territoire une fois que la ligne de front serait établie à l'Est, que le soutien de l'Occident commencerait à s'estomper. Je pense que cette action de Koursk a permis d'y remédier. Je pense que nous avons maintenant un assez bon exemple d'une offensive réussie des Ukrainiens. Ils ont fait preuve de beaucoup de force, de compétences et de résilience pour y parvenir. Maintenant, Poutine va devoir faire face non seulement au fait qu'il y a une ligne de front sur son territoire russe, mais surtout, il doit faire face aux répercussions dans sa propre société de la perte d'une partie du territoire russe. Et cela peut changer, je pense, la dynamique de cette guerre. Général Dutartre, est-ce que, comme le dit la CIA, à votre avis, le temps joue contre Poutine? Est-ce que cette offensive à Koursk, il dit beaucoup de choses dans ce passage, est-ce que ça a permis d'asseoir un soutien pérenne occidental? Déjà sur les effets sur la population russe et sur cet effet l'effet de la en population général. russe, moi je suis très sceptique parce que il y a une telle résilience qu'on a pu observer même pratiquement depuis 100 ans de la population russe qui sont habitués à tout type de scénario, même si ce scénario depuis la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas été rencontré. Alors on a vu des manifestations, on voit aussi des appels à la grève, on entendra à la télé russe. Oui. C'est pas non plus si on avait dit à Poutine qu'il y avait une ligne de front il y a environ 10 mois, il l'aurait pas cru. Hein. Tout à fait raison, Anne. C'est-à-dire que c'est quand même une première depuis 1941 et donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important et à mon avis qui marque quand même la population, même si on ne dit pas tout sur ce qui se passe à Koursk. Poutine a l'habitude de prendre son temps. Quand même, ils sont jamais extrêmement réactifs, mais ils encaissent, et puis après ils reviennent. Je pense. Donc pour vous, ça aura aucun effet? Si, ça va avoir un effet, c'est qu'il va falloir reprendre le territoire. Et donc de toute manière, ils sont aussi face à une sorte de pénurie de personnes, de soldats. Ils n'arrivent pas à la fois à honorer leurs soldats sur le front et également tous ceux qu'on doit prendre dans l'industrie de défense. C'est encore plus accru, évidemment plus aigu côté ukrainien, mais c'est un vrai sujet. Donc il leur faut du temps. Ils ne veulent pas dégarnir le Donbass. En fait, ça va être un jeu d'équilibre parce qu'actuellement, ils sont en offensive, on le sait, du côté de Prokhorsk. Ouais, on y reviendra d'ailleurs à 16h30. Mais bien sûr. Et donc là, en fait, c'est un juste équilibre. Mais même chose côté ukrainien, il faut qu'ils la jouent fine, en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils perdent trop leurs troupes. Ils sont assez discrets, et c'est heureux, sur le nombre de troupes qu'ils ont engagées. À mon sens, il y en a peut-être moins que ce que certains pensent. Et c'est sur le nombre qu'ont engagé les Ukrainiens, c'est ça, à Koursk? Bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'en engager trop, parce qu'ils ont aussi des choix. En fait, les deux ont des choix. Poutine,
qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse un peu pourrir la situation à Koursk, s'installer, mais s'installer combien de temps ? Ça ne peut pas durer. Comme le rappelait Aurélien à juste titre, l'affaire des ponts, c'est un sujet très intéressant. Parce que là, on n'est pas dans la zone officielle, on est un peu plus à l'ouest, et là, il y a toute une zone où les Russes sont un peu bloqués. Il y a 3 ponts sur 25-30 km, et ces 3 ponts ont été détruits. Donc là, il y a une poche dans laquelle on pensait que les Ukrainiens allaient s'engouffrer. Pour l'instant, ils maintiennent un peu le statu quo. Est-ce qu'ils laissent les Russes repartir doucement, ou est-ce qu'ils essaient de bloquer le maximum de soldats russes ? C'est encore une situation. Vous avez vu qu'ils ont annoncé officiellement hier, je crois, qu'ils avaient 600 soldats russes prisonniers, exactement. Donc ça, c'est un chiffre relativement officiel. Ils n'ont pas non plus intérêt à en avoir trop parce qu'ils ne savent pas qu'en faire, quelque part, et puis ils n'ont plus trop à échanger. Vous êtes d'accord avec ce ratio de 3 contre 1 pour expulser les Ukrainiens et 3 semaines à réunir, à reformer ça ? 3 semaines, moi je pense que ça va prendre un peu de temps. Tout dépend en fait du choix, de l'intensité des combats. Si vous rentrez vraiment dedans, je pense que ça peut aller relativement vite, et ce n'est pas de l'intérêt non plus des Ukrainiens de perdre des troupes là-bas. Mais il faut s'organiser, et c'est bien sûr au détriment du front de l'Est. Pour l'instant, il faut savoir que les troupes qui ont été mises en face de la zone de Koursk, c'est des troupes qui étaient sous-employées actuellement dans la zone sud. Vous savez que la zone du côté de Kherson, dans le sud, là, il y a toujours des troupes, mais il ne se passe rien. En fait, il y a sur 300 km... Donc c'est là qu'ils seraient allés les chercher. Oui, ils seraient allés chercher principalement ces troupes-là. Donc elles sont positionnées, mais pour l'instant, on se regarde. On se regarde, et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Moi, je serais ukrainien. Je profiterai du maximum d'opportunités que je peux faire pour l'instant, tant que la résistance n'est pas trop importante. C'est-à-dire que vous enfoncez, vous poussez, et vous gagnez des points territoriaux, tout ayant une grande souplesse d'aller-retour. Il y a une dernière chose que je voudrais signaler, et j'en arrêterai là également. Masterclass de Patrick. On est sur le territoire russe. On est sur le territoire russe. Donc, c'est très difficile pour les Russes d'aller bombarder leur propre territoire. Donc, du coup, les bombes planantes, pour l'instant, ne sont pas utilisées sur cette zone-là. Vous disiez à ce sujet, Aurélien, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait bombarder leur territoire. Oui, sur Belgorod, on avait tous été atterrés par le fait que les Russes aient bombardé de manière indiscriminée à Belgorod contre l'offensive de Russes pro-ukrainiens à l'époque, en 2003. C'était un épiphénomène c'était pas l'armée officielle à Belgorod, c'est des gens qui allaient faire des choses. Là, sur la ligne de front, ce serait un peu plus délicat à mon sens. Alors, je voulais vous faire découvrir un extrait de la télé russe. La télé russe, elle commence à justement évoquer ces effets, cette audace ukrainienne sur la population. Le mot est lâché, démoralisation. Selon Vladimir Soloviev et Sergueï Mikhiv, qui est journaliste, politologue russe, le peuple russe perd confiance dans la capacité des autorités russes à la protéger. Tout ça conduit à une perte de confiance. Ils disent aux gens, mobilisez-vous. Mais quand les gens voient ça, ils ne comprennent pas. Ça conduit à la démobilisation du pays, la démotivation interne. Le temps, c'est une ressource importante. Mais les moyens que nous utilisons dans cette guerre ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs. C'est mon opinion personnelle en tout cas. Alors Magali, vous nous aviez cité d'autres passages où on doutait un peu de cette réussite de l'offensive de Koursk. On attendait de voir. On attendait de voir, voilà. C'est-à-dire qu'on attendait de voir comment les choses évoluaient. Néanmoins, la télé russe a l'air de tabler sur la démoralisation, et on peut se demander si c'est pas les habitants de la région, les Russes eux-mêmes, qui vont faire pression en disant voilà ce qui se passe à Koursk. Nous, on veut priorité Koursk maintenant. Il faut sauver notre territoire coûte que coûte. C'est vrai que d'entendre quand même le numéro 2 de la CIA s'inquiéter d'éventuelles répercussions, enfin s'inquiéter, non, plutôt les souhaiter, d'éventuelles répercussions dans la population de cette offensive de Koursk. Est-ce que ça veut dire que les services américains ont des informations comme quoi, en effet, il y a un sentiment peut-être qui évolue au sein de la population russe, c'est pas complètement à exclure. Nous, on a eu des reporters qui sont allés sur place, l'équipe de Jérôme Garraud dans la zone de Koursk, qui est allée interviewer justement les Russes qui avaient été obligés qui avaient été évacués vu cette offensive. Ils ne s'en prenaient pas directement à Poutine, comme d'habitude, on ne touche pas au chef, mais quand même, ils se posaient manifestement certaines questions. Et c'est vrai que de voir la frontière russe enfoncée avec tant de facilité par les Ukrainiens, ça doit interroger quand même au sein de la population russe. On voit quand même l'impact dans les débats à la télévision. Mais c'est vrai qu'on a toujours énormément de mal à mesurer. À la télé, Voilà, mais on a toujours énormément de mal, nous, d'ici, à mesurer. Et même les journalistes qui sont sur place, c'est
tellement compliqué avec l'autocensure, de comprendre ce que ressentent véritablement les Russes. Mais il est certain que Poutine va devoir quand même le prendre en compte. Il a eu des discours tellement forts et sur le fait que cette frontière, elle était infranchissable, qu'il était évidemment le gardien de cela, qu'évidemment, il va y avoir un impact. Et manifestement, c'est quand même le calcul de la CIA qu'à terme, Poutine ne peut pas laisser faire indéfiniment, qu'il va devoir, à un moment ou à un autre, reprendre la main.